Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Dans chaque épisode, nous parlons retour d'expérience, nous parlons technologie cloud ou de sujets connexes. Et merci si c'est la première fois que vous nous écoutez, que vous nous découvrez aujourd'hui. Ou si vous êtes un habitué, que vous en avez déjà parlé autour de vous. Aujourd'hui, pas un invité, mais deux invités pour le prix d'un dans cet épisode-ci. On va parler de tests pénétration, de pen test, comme on dit dans le jargon de la sécurité. Et j'ai le plaisir d'avoir deux invités avec moi. Marc-Antoine Ledieu, d'abord. Je vais commencer par toi. Associé chez Constellation Avocats, spécialisé en droit des contrats numériques, et déjà invité de ce podcast il y a quelques temps. C'était à la fin d'année passée, où on avait fait un épisode sur le RGPD. Donc, merci d'être de retour. Avec plaisir, bonjour. Bonjour. Et Vladimir Kola, qui a fondé une société spécialisée en sécurité informatique qui s'appelle Patrol, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour. Alors, rapidement, vous faites quoi ? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Pourquoi vous ? Il y avait de la lumière, moi je suis rentré, non ? C'est une bonne idée. Moi je me suis mis au chaud, il y avait du café, je suis resté. En fait, tu nous as contacté parce que nous participons, nous sommes contributeurs à un podcast dédié à la sécurité qui s'appelle No Limit Sécu. Et donc a priori tu as écouté certains de nos épisodes, tu as a priori trouvé ça intéressant et tu nous as contacté pour participer à un de tes podcasts et en particulier pour discuter de la sécurité sur AWS, ce que ça change vis-à-vis de tout ce qui est audit des intrusions, et puis on parlera aussi du serverless à la fin. Effectivement, c'est comme ça que je vous ai découvert tous les deux sur le podcast No Limit Sécu qui sort toutes les semaines, c'est ça ? Nous essayons d'avoir un rythme d'une émission par semaine, ça fait un bon rythme. Difficile à maintenir, j'en sais quelque chose. Si vous êtes dans le domaine de la sécurité IT, allez faire un tour, je mettrai évidemment le lien sur les notes de ce podcast. On va commencer par les bases. Un test de pénétration, c'est quoi, qui le fait, pourquoi qu'on fait ça ? Alors, déjà, moi j'aime pas le terme test de pénétration, on dirait un espèce de vieux porno allemand. En fait, le terme pen test, ça vient de l'anglais penetration testing, et en français, je préfère dire test d'intrusion ou audit de sécurité technique. Donc un pen test, pour faire plus simple, c'est un audit de sécurité technique qui sert à évaluer techniquement la sécurité de quelque chose en faisant en gros un test d'intrusion, un audit de code, une revue de configuration et parfois une revue d'architecture. On pourra détailler. Ouais, donc c'est pas toujours l'image qu'on en a, c'est le hacker reconverti qui va essayer de hacker pour le bien, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est également des audits de code, des audits d'infra. C'est ça, oui. Alors la version courte, effectivement, c'est ça. Ça revient à se comporter comme un cybercriminel en essayant de pirater quelque chose sans finalité malveillante. Ça, c'est important. Mais en fait, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Si nous essayons surtout de dérouler toute une méthodologie assez précise et cadrée qui vise vraiment à tester la sécurité de toutes les parties d'un système et pas juste de trouver une vulnérabilité et surtout en adaptant les moyens par rapport à la menace. Et donc vous avez un toolkit, un sac à outils assez conséquent, je suppose. Plein d'outils qui dépendent vraiment de ce qu'on va auditer. Donc chaque auditeur entre guillemets a ses propres outils, même s'il y a des outils qui sont utilisés par tout le monde. Je vais prendre un exemple pour la sécurité des applications web. Il y a vraiment un outil que tout le monde utilise qui s'appelle Burp, qui est le standard. En gros, c'est un proxy local qui permet d'intercepter toutes les requêtes que tu envoies à un site et donc de manipuler ces requêtes, d'injecter des choses, etc. D'accord. Et moi, je connaissais Metasploit. Ah oui, alors Metasploit, c'est différent. C'est plus un outil de post-exploitation, c'est-à-dire que c'est une fois que tu as identifié une vulnérabilité, Metasploit va te permettre en gros d'exploiter la vulnérabilité, de prendre le contrôle du quelque chose qui est en face et de là de progresser avec un certain nombre d'outils intégrés. Qui fait appel à vous pour des pentests ? C'est toute taille d'entreprise, des très grandes, des très petites. Et pour quel genre d'application ? On parle web uniquement ou des choses c'est hyper varié. Alors déjà en termes de taille d'entreprise, c'est effectivement toute taille d'entreprise. Moi je travaille beaucoup plus avec des grands comptes CAC 40, parfois un petit peu de PME et de TI. Donc finalement c'est toute taille d'entreprise. Il y a quand même un prix d'entrée qui n'est pas négligeable, qui est quand même quelques milliers d'euros pour les plus petits pentests, mais une TPE peut difficilement, sauf si elle a beaucoup d'argent, se payer un test d'intrusion. Et après, ta deuxième question, c'était... Ouais, mais ça fait partie des best practices, oui. des recommandations avant de mettre un nouveau système en production ? Théoriquement. Alors, on pourra en reparler, avant.
avant. Il y a aussi, il y a le marché du CAC 40, que ça, c'est quand on est côté client, et il y a aussi le marché quand on est côté prestataire de services web, notamment, où aujourd'hui, dans les contrats, on commence à voir arriver des clauses où un client va demander à son prestataire de services web d'assurer la sécurité du service rendu, et auquel cas, ce prestataire lui-même va commencer à déployer des solutions de test ou des contrôles de sécurité via des audits. Donc le marché est en train de mûrir, hein, les technos, c'est pas moi qui vous en parlerai bien sûr, mais dans la pratique, ça commence à monter des deux côtés, et côté prestat et côté client. Ouais, Donc ça se standardise, c'est ça que vous voulez dire, ça devient une habitude. Je vois certains clients qui demandent à ce que des fournisseurs leur fournissent des rapports de pentest pour montrer qu'ils ont ce type de démarche et qu'ils sont en amélioration continue de la sécurité et qu'ils auditent régulièrement leur système d'information. Les grandes boîtes, elles font ça elles-mêmes. On peut imaginer les grandes banques du CAC 40, etc. Un de mes associés est on va dire, mi-temps un peu plus dans une institution financière française où il est dans la Red Team. Et donc, il est dans l'équipe interne qui s'occupe de évaluer, donc faire des intrusions sur toutes les applications et monter régulièrement des opérations plus complexes qu'on appelle les Red Team, qui sont vraiment des opérations offensives avec un seul but et qui font ça 2-3 fois par an. Et quel type d'application ? Est-ce qu'on parle des applications qui sont internet facing, qui sont customer facing ? Ça peut être aussi des trucs internes. Alors déjà, on va exclure tout de suite le test d'intrusion interne parce que c'est pas vraiment le sujet, mais en gros, tu peux être amené à arriver dans un système d'information d'une entreprise. Souvent, c'est du Windows avec de l'Active Directory et on te demande d'auditer le tout. Et donc, tu vas attaquer les serveurs, l'Active Directory, etc., faire plein de choses. Donc ça, on le sort un peu du sujet parce que c'est pas vraiment en lien avec AWS. Mais donc sinon, en termes d'application, tu as tout ce qui va être effectivement application interne, application vis-à-vis des clients, application promotionnelle, beaucoup d'applis web, beaucoup de services web, pas mal d'applications mobiles, iOS et Android. Parfois des applications clients lourds, donc là c'est des vieilles applications qui datent d'une certaine époque, mais aujourd'hui je dirais que les 3/4 sont quand même des applications web avec ou sans partie mobile. Des API aussi ? Oui, donc quand je dis appli web, c'est toute la chaîne. Partie avec des API, effectivement. Alors comment on se prépare pour un pentest si voilà, je suis responsable sécurité d'une société, j'ai envie de lancer un pentest. Il y a le volet contractuel, juridique pour délimiter le cadre dans lequel ça va se faire, et puis il y a la préparation technique qui commence. Alors ça en fait, cette préparation en général, ton fournisseur d'audit entre guillemets est censé le faire. C'est-à-dire que toi en tant que client, si tu as ce genre de besoin, alors très important, il faut que tu qualifies ton besoin, que tu sois sûr de ce que tu veux. Parce que moi, ça m'arrive souvent en avant-vente ou même après vente, enfin moi aujourd'hui, mais de requalifier le sujet et de rediscuter vraiment du besoin. Parce que, par exemple, je parlais tout à l'heure des Red Team, où là, c'est une opération presque un peu d'espionnage, enfin un peu James Bond, mais en gros, on essaie de trouver tous les moyens de rentrer dans un système d'information avec un but en particulier, souvent pour évaluer ou aider à progresser les défenseurs. Et parfois, j'ai des clients qui me disent « Ah, je voudrais faire une Red Team. » Oui, mais vous faites pas de sécurité, ça sert à rien, on va rentrer sans difficulté, ça n'a aucun intérêt pour vous. Autant faire un audit d'architecture, un audit de vos processus, éventuellement un petit pentest comme ça, mais autant commencer par des choses plus simples. Et donc, en fait, il y a cette première phase-là, donc vraiment le besoin. Et puis après, tout ce que tu viens de citer, généralement, c'est le fournisseur qui est censé le proposer. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 3 principales démarches. Il y a la méthode Osboob, à l'arrache, en mode cow-boy, où en fait tu prévois tout simplement rien. Donc ça c'est le pire des cas, bien sûr. Et couteau entre les dents. Ouais, et ceux qui font comme ça, il faut plutôt les éviter. Après, tu as ceux qui font au minima avec une autorisation d'audit. Donc un document qui va juste autoriser l'entreprise à commettre des délits, mais autorisés. Et après, tu as la méthode un peu plus lourde, mais plus rigoureuse, et que moi je préfère, qui consiste à effectuer un certain nombre d'étapes. Alors, tu as une réunion de déclenchement de l'audit avec une signature d'une convention d'audit dans laquelle tu décris tout ton processus d'audit, en gros ce que tu vas faire de façon macro, qui va intervenir, l'organisation. Après, une phase de préparation dans laquelle tu vas fournir un plan d'audit, où là tu vas expliquer techniquement ce que tu vas faire. Ensuite, une fourniture d'une autorisation d'audit assignée par le client. Donc là, c'est encore une fois l'autorisation qui t'autorise à commettre un délit. Ensuite, tu fais une réunion d'initialisation pour démarrer le projet avec un planning, un suivi, vérifier que tu as tout ce dont tu avais besoin, que le client est au courant, qu'en face, tu as les bonnes personnes qui sont bien mandatées pour t'autoriser à faire ça. Ensuite, tu fais l'audit en soi avec des rapports de suivi quotidien ou hebdomadaire, des rapports préliminaires. Finalement, c'est une toute petite partie. Et ensuite, tu as une réunion de restitution avec la fourniture d'un rapport final
des supports de présentation, et dans ton rapport, tu as plein de choses. Tu as un résumé managérial pour les grands chefs, toutes les vulnérabilités ou les faiblesses, la liste exhaustive de tout ce que tu as fait, et surtout des recommandations, et dans l'idéal, un plan de remédiation contextualisé où tu dis, voilà, dans votre contexte, moi je sais que ça va être compliqué, mais ce quick win-là, il va vous permettre de progresser beaucoup en sécurité. Et à la fin, c'est pas fini. Tu as une réunion de clôture, ou pas forcément physique, où tu signes des PV de restitution, si tu dois rendre des éléments que tu as récupérés, genre si moi j'ai un client là, en ce moment qui m'a donné des terminaux mobiles iOS et Android que j'audite, à la fin, je signerai un PV de restitution en lui disant, je vous ai bien rendu ça. Un PV de destruction qui prouve que j'ai bien détruit tous les éléments que j'ai collectés, des données personnelles, des informations techniques. Un PV de livraison qui prouve que j'ai bien livré ce que j'avais à livrer. Et une attestation de responsabilité, ça on l'oublie souvent, c'est un document qui dit qu'en gros, une fois que c'est signé, moi je n'ai plus qu'une responsabilité s'il y a des pannes dans le système d'information. C'est-à-dire que je pars, toute panne après mon départ, on ne peut pas me l'incomber. Voilà. Et donc ça fait partie de ton métier, Marc-Antoine, de préparer ces documents. Tu travailles avec les clients, les demandeurs, ou avec les sociétés de services qui fournissent pour s'assurer qu'elles soient encadrées? Eh bien, je fais les deux. Ce qui me permet d'avoir une sorte de benchmark du marché, en fonction bien sûr de la taille et du caractère professionnel du client. Là, je m'occupe actuellement, j'ai un gros contrat d'infrastructure as a service où je suis côté client, et je vois que les problématiques de sécurité sont énormes. Et en fait, pour rebondir sur ce que disait Vlad, nous juridiquement, alors déjà, quand on fait un audit, quand on fait du pentest, quand on fait un audit de sécurité, c'est pas un délit pénal, parce que dans les fameux articles 323.1 à 323.3 qui plaisent tant à tous les professionnels de la sécurité des systèmes d'information, il est dit, notamment sur le tout premier, accéder ou se maintenir frauduleusement. Or, si contractuellement, moi je suis côté client, je dis venez m'auditer mon système, mes applications, blablabla, s'il y a un accord contractuel, c'est plus frauduleux. Par contre, après, il faut voir où on met la limite ou la mesure du caractère frauduleux. Et en général, ce qu'on fait contractuellement, en fait, on a 3 étapes. Contractuellement, on dit déjà, normalement, quand on est un peu prudent, on dit, quand on est côté prestataire, on dit, cher client, déjà, tu vas backuper, tu me préviens quand tu vas commencer ton service, et déjà, tu fais un gros backup. C'est quand même les mesures de prudence un peu basiques, parce qu'on a la jurisprudence qui nous dit, c'est les mesures de sécurité élémentaires, on backup à minima, dans la mesure où on peut le faire, où on est équipé, mais on backup avant. Ensuite, le plus gros problème, et là Vlad vient de le dire, c'est une fois que moi je suis sorti, s'il y a des problèmes après, c'est pas moi. Ce qu'on essaie d'écrire souvent dans les contrats, c'est que on demande au pentester, à l'auditeur de sécurité, d'essayer de pas modifier un certain nombre de paramètres. Alors, moi, au-delà, techniquement, je sais pas ce que ça veut dire, mais ce que j'ai compris dans l'esprit, c'est que, globalement, tu vois des trucs qui vont pas très bien, tu nous le signales, mais c'est pas toi qui vas les modifier. Ça vaut ce que ça vaut. Mais surtout, c'est là où nous, juristes, à un moment, on s'arrête, parce que la technicité de la réalité de ces audits fait que nous, on rentre pas dedans. Par contre, il y a un troisième point qui est important pour nous, c'est, on va dire à l'auditeur de sécurité, tu vas rentrer dans le système, ok, très bien, tu vas éventuellement avoir accès aux bases de données. Que tu y accèdes, c'est oui, mais alors on te l'écrit, interdiction de faire des copies. Ça, c'est le truc, c'est si tout d'un coup tu découvres que tu peux accéder aux bases de données, pour nous gérer ces bases de données clients, prospects, fournisseurs, salariés, ok, c'est ça qui nous intéresse. Ça, si tu rentres, tu t'interdis d'en faire une copie. Ni pendant, ni avant, ni après, pas de copie des bases de données. Parce que c'est là où on va avoir les drames, notamment en termes de RGPD. Donc, on évite. Et tant qu'à faire, on l'écrit gentiment. Ah, je suis rentré, ok. Donc, c'était accès pas frauduleux, maintien pas frauduleux parce que je me suis éventuellement maintenu pour voir. Mais surtout, moi, prestataire, je fais pas de copie. Et il faut pas prouver à un moment donné. Si, mais c'est pour ça que ça, on en discute. On fait des points réguliers, on est en contact régulièrement avec les clients. Déjà, si on trouve une vulnérabilité vraiment critique sur un truc exposé à Internet, on va le dire tout de suite au client, dire attention, ça c'est grave, faut le corriger immédiatement. De manière générale, nous préférons travailler sur de la pré-production, de l'intégration. Si c'est vraiment à ISO, si c'est ISO à la production, c'est vraiment comme la production. Mais ça arrive régulièrement de travailler sur de la production, auquel cas on fait très très attention aux actions que l'on mène. Et on a beaucoup plus de contact avec le client. On leur dit voilà, par exemple, on a identifié telle vulnérabilité. Est-ce qu'on valide avec vous qu'on va l'exploiter? Et parfois, le client nous dit non, pas maintenant, parce qu'il y a des clients sur le site. On va attendre, 18h, 19h, on le fera à ce moment-là. Parfois, on fait carrément une copie. Souvent, c'est des VM, donc on fait une copie de la prod et on teste hors prod.
Effectivement, tu parlais de base de données, Marc-Antoine, des choses vraiment sensibles. On en discute avec le client. Souvent, c'est lui qui est responsable au sens sécurité c'est lui le responsable sécurité de l'entreprise. Donc, il est capable de valider le fait que l'on réalise une action de récupération des données ou pas. Et vous connaissez déjà un peu l'infrastructure à auditer, je vais reprendre ce mot-là plutôt. Est-ce qu'on vous donne des détails ou vous partez comme tout un chacun, juste avec un DNS et puis allons-y? Ça dépend aussi de ce que veut le client, ça dépend totalement. Parfois, tu as juste effectivement l'URL d'une application et parfois tu as... En fait, dans le jargon, il y a deux termes, c'est boîte blanche et boîte noire. Boîte noire, c'est tu es vraiment dans le noir, tu n'as aucune information, et boîte blanche, et tu as de la lumière, tu as tout. Et donc, boîte noire, c'est effectivement, j'ai juste le nom d'une application ou son URL, et boîte blanche, j'ai accès aux configurations, au code source, à tout. Donc c'est assez différent, ça n'a pas forcément les mêmes objectifs et les deux sont intéressantes. Dans l'idéal, la boîte blanche, mais forcément c'est un peu plus long et plus cher, mais plus intéressante parce qu'on a accès à tout. Donc on gagne du temps et on va souvent un peu plus loin. La boîte noire, ça implique quand même avoir au moins un login pour pouvoir tester l'expérience connectée. C'est pas juste. Ça, alors, c'est les boîtes grises. Ça dépend assez du gris. Ça permet d'accéder à la partie authentifiée d'une application, par exemple. Comme un client pourrait le faire. Vous faites des pentests dans le cloud également. Je suppose que pour vous, si c'est une infra classique de VM, comme tu en as parlé, que ce soit dans le cloud ou dans un data center, ça ne change pas grand-chose. Oui, alors typiquement, si c'est un test d'intrusion d'une application sur de l'EC2, il n'y a pas vraiment de différence avec un hébergement classique. On va utiliser les mêmes méthodologies et les mêmes étapes, c'est-à-dire attaquer d'abord l'hébergement, c'est-à-dire le serveur, le service, une cartographie de l'application, tester toutes les entrées utilisateurs, la gestion des accès et la logique applicative. Donc il y a pas, en fait, si tu as des machines virtuelles que tu gères toi-même client, il n'y a pas de différence à ce qu'elles soient sur du cloud ou chez toi. Alors, j'en profite pour rappeler les règles de tests de sécurité, d'audit de sécurité, de pen test pour reprendre le mot sur AWS. Il y a quelques années, c'était interdit, point. Il fallait lever un ticket au support pour pouvoir faire une demande pour autoriser un pen test. Maintenant, on a relâché un peu ces règles-là. Les pen tests sont autorisés pour un subset de services, un sous-ensemble de services. Donc EC2, les gateways NAT, les load balancers, RDS, les bases de données, CloudFront, Aurora, la base de données, et les API Gateway, Lambda on Edge, Lightsails et Beanstalk qui sont jamais que des enveloppes au-dessus des services que j'ai mentionnés avant. Donc tout cela, vous pouvez auditer sans rien demander chez AWS. Ce qui est interdit de faire, évidemment, c'est d'essayer de faire une DDoS contre AWS, donc faire du port flooding, du protocol flooding, essayer de bypasser, enfin, ou de faire du DNS zone walking. Tu pourras peut-être nous expliquer ce que c'est, Vlad. Mais tout ce qui est lancer des attaques de charge sur AWS n'est pas autorisé. Si vous voulez tester autre chose, d'autres services, ceux que je n'ai pas mentionnés, vous devez toujours en faire la demande. Il y a un formulaire à remplir sur le site web et je vous mettrai les liens dans les notes du podcast. Ça respecte, enfin c'est conforme à ton expérience pratique, Vlad ? Oui, sauf qu'avant, effectivement, il fallait demander l'autorisation à AWS, mais c'était toujours autorisé rapidement. Donc, ça change pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a juste une demande en moins à faire. Mais effectivement, ce qui est important de souligner, c'est que quand nous auditons l'application ou le service d'un client, nous n'auditons pas AWS. Parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Je ne vais pas aller chercher des vulnérabilités sur les composants AWS. Je vais aller chercher des vulnérabilités, plus des faiblesses de configuration, d'architecture faites par les équipes du client, des erreurs de développement, donc des bugs qui amènent à des vulnérabilités des développeurs du client, mais pas l'infrastructure elle-même. Donc si je prends un exemple, si tu audites un bucket S3, tu vas vérifier que ce bucket S3 a été bien configuré par le client, qu'il n'y ait pas trop de permissions, mais tu ne vas pas t'attaquer au service S3 lui-même. C'est ça. Comment ça se présente, Marc-Antoine, dans cette tripartite entre l'hébergeur, le mandataire, pardonne-moi si je n'utilise pas les bons termes juridiques, et puis l'exécutant, celui qui va faire le test. L'hébergeur est impliqué dans la négociation aussi. Je suppose dans le cas d'AWS pas, parce que ça ne se pas du tout. Peut-être rarement. Des plus petits hébergeurs. Non, on est souvent dans une relation client-prestataire. Moi, client, j'ai mon système d'information entre guillemets on-premises, ok, c'est chez moi. Donc, je vais avoir ma relation avec le prestataire auditeur, ou moi, client, je suis hébergé quelque part et je demande à mon prestataire de venir secouer, entre
guillemets mon architecture, mon infra. Là, je suis très infra en ce moment, donc on se fout de savoir où c'est hébergé. Entre guillemets, c'est par contre, est-ce que moi je peux rentrer? Est-ce que je vais trouver des trucs critiques, pas critiques, application, pas application, et je vais tester. Que ce soit on-premises ou pas, tel que je peux le voir aujourd'hui dans les contrats, ça compte pas. Ça compte pas. Et toi, même chose de ton côté, Vlad, en général, tu n'as pas d'interaction avec les fournisseurs d'infrastructures. Alors, je suppose si c'est les gros public cloud, c'est probablement pas, mais si c'est des plus petits. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en tant qu'auditeur mandaté par un client, je n'ai pas d'interaction, mais du fait du réseau, des conférences, de l'expérience, tu finis par avoir des potes et les connaître. Et puis parfois, sur des trucs un peu spécifiques, tu contactes les copains pour en discuter avec eux qui sont chez le fournisseur. Mais disons que normalement, non, t'as pas... Non. Alors, la plupart des développeurs auxquels je parle développent ce qu'on, chez nous, on appelle des applications modernes, donc c'est des applications sans serveur. Mais c'est mon public à moi, ça ne veut pas dire que l'essentiel des clients AWS font ça, mais les gens à qui je m'adresse sont dans ce segment-là, donc des applications typiquement React, Angular, ce genre de choses, qui sont hostées sur S3, qui parlent à des API Gateway, AppSync, avec beaucoup de Lambda. Donc, il n'y a plus de virtual machine traditionnelle qu'il faut maintenir, patcher, sécuriser, etc. Qu'est-ce que ça change techniquement, ce genre d'architecture par rapport au métier plus traditionnel du pentest? Alors la réponse qui veut rien dire, c'est ça change tout et à la fois rien. En fait, donc, tout à l'heure, j'ai essayé de décrire un petit peu la méthodologie d'un test d'intrusion où on fonctionne par couche. Et si je prends le cas d'un serverless, si je veux auditer l'hébergement, donc le réseau, le serveur, les services applicatifs, genre Apache, Nginx, etc. Là, c'est AWS, il n'y en a pas. Donc ça, je ne vais pas le faire. Si je fais une cartographie de l'application ou de l'API, là, il y en a une. Donc là, ça rentre dans l'audit. Les entrées utilisateurs, tout ce que va envoyer l'utilisateur, ça, c'est la même chose. Les paramètres que tu envoies à une API ou à une application, donc là encore, on va essayer de manipuler, de contourner les sécurités. Gestion des accès, c'est aussi, là aussi, il y a de l'authentification, gestion de session, contrôle d'accès, donc là encore, on va essayer de contourner. Et puis la logique applicative, là aussi, c'est éligible parce qu'on va essayer de contourner la logique applicative. Est-ce que c'est un bon résumé de dire que ça simplifie ou ça raccourcit un peu ça simplifie le périmètre de test puisque ça enlève une couche qui est la couche pure infra? Ça simplifie partiellement parce qu'en fait après alors je disais ça change tout et à la fois rien, mais il y a quand même pas mal de changements en termes de technologie parce que typiquement je ne vais pas auditer un lambda AWS comme j'audite une fonction qui serait sous forme d'API chez un client hébergé chez lui. Parce que du fait d'AWS, il y a beaucoup je vais utiliser le mot des métaservices qui sont accessibles et qui ne sont pas accessibles quand tu héberges chez toi. Donc en fait, finalement, les techniques sont un peu les mêmes, mais évoluent parce que, je reprends encore le coup des métaservices AWS. Si tu arrives à compromettre quelque chose chez AWS, tu peux faire appel à des métaservices qui te donnent de l'information, te permettent potentiellement d'obtenir des logins et mots de passe ou des tokens, enfin des jetons pour accéder à d'autres choses, ce que tu n'as pas sur une infra entre guillemets classique. T'as un exemple là ? Je prends l'exemple je sais pas, une machine EC2 par exemple. Tu as accès à un certain nombre de métaservices qui vont te permettre très simplement en tant que développeur de récupérer des jetons ou des. Si tu es sur la machine si déjà, sur la c'est machine, ça que je veux dire. Ah oui, bien sûr. Okay, et en fait, en tant qu'attaquant, ça c'est des choses que tu n'as pas sur un service hébergé à l'ancienne entre guillemets. Donc il y a des nouvelles choses comme ça qui arrivent, mais finalement, oui, ça simplifie un petit peu parce que ça rend haute certaines couches. Mais on va un petit peu plus loin dans la partie applicative. Et je reviens sur le white box, black box dont tu parlais au début. En black box, ça se voit que c'est du serverless. Tu t'en rends compte très rapidement. En fait, alors c'est un peu difficile. Ah oui, tu peux un petit peu t'en rendre compte du fait des adresses IP, du fait ce à quoi tu accèdes, du fait des noms de domaine ou des noms de domaine inversés, donc les reverse DNS associés. Par ça, tu peux t'en rendre compte. Après, parce qu'en fait, même sur du serverless, on fait quand même une petite phase de cartographie réseau pour savoir où est-ce qu'on est. Après, fonctionnellement, techniquement, pas vraiment. Puisque finalement, c'est une API que tu interroges, que tu envoies des éléments et tu récupères un résultat.
tu vois peut-être dans les headers qu'il n'y a pas de Nginx, qu'il n'y a pas de... Si c'est bien configuré, théoriquement, tu le vois pas sur l'application normale aussi. Bon point. Tout au début, tu as dit que ça allait au-delà de cette idée d'intrusion, mais également des audits de configuration, des audits de code. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande régulièrement ? Et là aussi, est-ce que ça change avec le cloud versus on-prem ? Là encore, ça change tout et rien, mais oui. Très souvent, nous, on est contacté pour pas uniquement faire un test d'intrusion. Souvent, c'est un test d'intrusion plus un audit de configuration plus un audit d'architecture. Et sur AWS, très souvent d'ailleurs, on est même contacté que pour des audits de conf. Et l'audit de conf, finalement, c'est aller regarder tous les services AWS, voir s'ils sont configurés selon les bonnes pratiques, parce que c'est quand même, au bout d'un moment, ça commence à être assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de services différents. Et par contre, en termes de configuration, c'est très souvent quand même, ça tourne beaucoup autour de tout ce qui va être authentification, gestion des habilitations, c'est ce genre de points qui finalement sont laissés à la main des utilisateurs d'AWS, et c'est là-dessus qu'on peut trouver des choses. Ça peut être titanesque, ça, checker la configuration d'une application complexe, multi-compte, multi-région. AWS, oui, ça peut être très très large. C'est énorme. Je crois que j'avais un rapport pour un client qui faisait quasiment 150 pages de résultats, parce qu'en fait, ils avaient un account avec énormément de services derrière, et donc il y avait de l'EC2, il y avait aussi du Lambda, il y avait du S3, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ça dans le rapport, mais c'est très important de ensuite avoir vraiment un résumé managérial et où tu précises tout ce qui est, tu priorises et tu précises ce qu'il y a vraiment à corriger. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Vlad, parce que je vois dans la pratique contractuelle aujourd'hui les problématiques d'authentification et de vérification régulier de qui a le droit d'accéder à quoi. Ça, contractuellement, ça commence à sortir dans les contrats en B2B. On commence à dire à chacun, surtout quand on est côté client, toi, tu vérifies régulièrement qui a les habilitations, tu vérifies qu'ils ont le bon niveau d'habilitation. C'est un truc contractuellement qui parle aux juristes, parce qu'on essaie d'identifier qui va être la bonne personne, à quel poste, qui va accéder à quoi. Donc déjà en interne, c'est un truc qui est sensible. Et quand en plus on va demander à un prestataire externe, dont le but c'est de venir secouer l'ensemble, on va appeler ça comme ça, l'ensemble, c'est un truc qui commence à monter en puissance dans les contrats, et ça commence à s'écrire sévèrement. C'est un très bon segue sur, une très bonne transition. C'est une très bonne transition sur une des questions que j'avais également pour vous. C'est, est-ce qu'on arrive à automatiser une partie de vos travail ? Est-ce que je reviens sur mon idée du toolbox dont on a parlé au début, votre boîte à outils. Est-ce qu'il y a des possibilités d'automatisation où vous rentrez chez un client AWS et vous tournez toute une série de scripts pour vérifier, je sais pas, c'est les security group, ses rôles IAM et autres. C'est pas tout à fait la même chose, mais oui, bien sûr. Typiquement, je vais éviter d'en faire la pub, mais moi, mon entreprise Patrol, c'est ce qu'on fait. En fait, on a deux entreprises, une qui fait du conseil et des tests d'intrusion, et une autre qui fait de l'automatisation de contrôle de sécurité au sens large. Et alors, typiquement pour l'AWS, il y a un outil qui s'appelle Scout Suite, qui est très pratique, qui marche très bien, et qui permet justement d'aller faire de l'audit de configuration AWS. Alors après, il y a plein d'autres choses à rajouter, mais typiquement, l'automatisation, oui, c'est important, d'autant plus que aujourd'hui, on ne développe plus les applications comme à une certaine époque. Enfin, je dis aujourd'hui, mais ça fait même des années, mais quand même. Avec Agile, Scrum, aujourd'hui, tes applications, elles peuvent évoluer quasiment toutes les semaines. Donc, à chaque nouvelle itération, potentiellement, tu peux avoir un nouveau risque. Et si tu fais des tests d'intrusion, entre guillemets, à l'ancienne, c'est pas péjoratif, mais une fois par an, par exemple, ok, très bien, mais une semaine après ton pentest, qu'est-ce qui va se passer ? Potentiellement, il va y avoir une nouvelle modification avec l'introduction d'une nouvelle vulnérabilité. Moi, j'avais eu le cas il y a longtemps. C'était une entreprise de distribution qui avait son site web qu'on avait audité, qui était très bien, on avait trouvé quelques problématiques qui avaient été corrigées. Un mois après notre passage, il y a les pages de tous les produits qui avaient été piratés, et il y avait de l'injection de commentaires vers des sites pornographiques et de pharmacies pour améliorer le ranking de ces sites sur les moteurs de recherche. Et donc, la RSSI nous a vite demandé de venir pour expliquer ce qui se passait. Donc, nous, on a regardé. En fait, on s'est rendu compte que la fonctionnalité avait été ajoutée après notre départ, après l'audit. Et donc là, on dit, nous, la fonctionnalité n'existait pas, donc à ce moment-là, donc forcément, on ne l'a pas audité. Donc oui, c'est important d'être capable de détecter les changements et de réaliser des contrôles de sécurité au sens large, quasiment en continu. Et je dirais même en amont. C'est-à-dire que dans ton pipeline de ton usine logicielle, dans ta software factory,
tu dois être capable de faire des contrôles de sécurité. Dans l'idéal, des contrôles de conformité de code, donc de qualité de code, c'est presque de la sécurité, pas tout à fait, mais au moins ça y contribue. Et ensuite, des tests de sécurité de code, avec il y a plein d'outils qui font ça, des payants et des gratuits. Bon, en général, les gratuits sont moins bien que les payants, mais quand même pas mal de choses à faire. Vérifier aussi toutes les dépendances, donc les dependency check, qu'il n'y a pas de problématique de sécurité sur des dépendances. Tu peux aussi faire de l'audit de configuration avant de déployer. Donc ça, on le fait pour une grande banque où avant chaque déploiement de la Software Factory, il y a un audit de configuration qui est fait automatiquement pour être sûr que le développeur n'a pas fait de bêtises parce que c'est de l'infra as code. Donc pour être sûr que ça respecte les bonnes pratiques. Et ensuite, tu as déploiement. Et sur les déploiements, après, tu peux encore faire des contrôles automatisés de sécurité. En fait, la plupart des développeurs auxquels je parle ont des software factory, comme tu dis. Moi, j'appelle ça des pipelines d'intégration continue au minimum, voire de déploiement continu. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut injecter dans ces pipelines des vérifications, outre les tests unitaires, etc., mais aussi des vérifications spécifiques liées à la sécurité, soit en analyse statique avant le déploiement, soit de même des outils automatiques qui vont faire du test après le déploiement. J'ai bien traduit. Exactement. Marc-Antoine. Et c'est là en fait où il y a deux manières d'envisager la sécurité. C'est là où on voit d'ailleurs le degré de maturité, soit des pros, soit des clients, enfin de côté prestataire ou côté client. C'est que soit on envisage l'audit de sécurité, genre une fois par an, j'arrive, je passe 2 jours, je fais un joli rapport et je m'en vais. Soit aujourd'hui, on voit se développer le concept du maintien en conditions de sécurité. Et là, c'est une prestation qui va rentrer dans le temps. Ça peut être des abonnements annuels, ça peut être 3 jours par mois, mais tous les mois, ça commence à devenir un peu plus régulier. Et quand on va commencer à parler de maintien en conditions opérationnelles, le fameux MCO, MCS, maintien en conditions opérationnelles de sécurité, là, le prestataire, c'est à lui d'aller évaluer systématiquement, le prestataire d'audit, j'entends, de sécurité, c'est lui qui va commencer à mettre son nez régulièrement sur la manière dont va évoluer le système d'information au sens large de son client, y compris la manière dont ça va être hébergé et les accès et compagnie. Ça veut dire que votre métier est en train de changer, Vlad, plutôt que faire des pentests. Bonjour, merci, je vous fais le pentest pendant quelques semaines, un mois, et puis au revoir, on se revoit dans 2-3 ans, ou dans un an dans le meilleur des cas. Vous mettez en place des chaînes automatiques, des outils automatiques pour qu'il y ait cette mentalité, cette attitude, cette approche de sécurité auprès de vos clients? Ça évolue un petit peu à ce niveau-là. Après, moi je veux dire le secret, moi la raison pour laquelle je me suis lancé dedans il y a quelques années, c'est parce que je suis un flemmard et que j'ai la flemme de faire 2 fois la même chose. Mais heureusement, j'ai un prof en école d'ingénieur qui m'avait dit « mais la flemme est une preuve d'intelligence ». Là, ça m'a rassuré. Mais en gros, moi déjà, j'ai toujours essayé de bien décrire précisément les méthodologies qu'on utilisait de façon à capitaliser sur ce qu'on avait fait précédemment. Et à chaque fois que tu as une nouvelle découverte, quelque chose de nouveau, tu l'ajoutes dans la méthodologie. Une fois que tu as commencé à avoir une méthodologie précise, tu es capable d'automatiser. Donc après, moi, je suis passé à l'automatisation de certaines actions. Et là, aujourd'hui, on est sur l'automatisation de beaucoup de choses. Alors effectivement, ça ne remplace pas l'humain sur certains périmètres, mais clairement, aller identifier qu'il y a une nouvelle page et faire quelques tests basiques qui sont automatisés, typiquement l'outil que j'ai cité tout à l'heure d'audit de conf AWS, il n'y a aucune plus-value aujourd'hui à lancer ça manuellement. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et l'outil peut vraiment t'aider, et l'automatisation et l'orchestration peuvent t'aider là-dessus. Donc le métier évolue, c'est normal, mais comme tout, quoi. Enfin, l'informatique évolue, on passe de plus en plus dans le cloud. Effectivement, avant, on hébergeait sur de l'EC2, enfin, sa VM chez soi, après sur de l'EC2, on est passé à des fonctions pures, enfin, du lambda, des choses comme ça. Ça évolue. Outre l'automatisation dont on vient de parler, tu vois d'autres évolutions du métier, changement de périmètre. Évidemment, il y a les aspects techniques qui, eux, doivent changer tout le temps, oui, mais plutôt sur la méthodologie, sur l'approche, la mentalité. Là-dessus, oui, je pense que ça évolue, mais du fait de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à la fois les technologies, enfin surtout les technologies, les méthodologies, pas tant que ça. Effectivement, il y a des périmètres qu'on ne regarde plus, mais la méthodologie, si tu la regardes avec un peu de recul, c'est toujours auditer un périmètre en faisant couche par couche, en étant sûr d'avoir tout bien vérifié. Et certaines couches, encore une fois, si je reprends l'exemple d'une application lambda avec du S3 derrière, il n'y a plus d'hébergement entre guillemets à auditer, il n'y a plus de réseau à auditer, donc tu vas être limité vraiment à plus de fonctionnel, du contournement de droit, de choses comme ça. Ça évolue, enfin je sais pas, on évolue avec, finalement on a un peu trop le nez dedans pour prendre suffisamment de recul, mais oui, ça évolue.
Ouais, quand on est dans le bus qui est en mouvement, on ne se rend pas compte que le bus est en mouvement. Sauf de temps en temps quand on regarde par la fenêtre. Côté contrat, c'est la même chose. Tu vois une évolution ou tu ne vois pas d'évolution? Les évolutions, il y a 5 ans, il n'y avait pas le mot sécurité nulle part dans les contrats business. Aujourd'hui, plus les entreprises sont importantes en taille, évidemment, plus tout le monde s'en soucie. Et ça a amené, c'est assez marrant, ça a amené notamment un développement des clauses de confidentialité. Parce que quand on est côté client et qu'on découvre grâce à un prestataire qu'on est vulnérable, qu'on a éventuellement subi une attaque, quelle qu'elle soit, et qu'on trouve les traces, dans les clauses de confidentialité, on écrit aujourd'hui, si toi, prestataire, tu détectes un malware, tu détectes des vulnérabilités critiques, que tu as des traces, machin, déjà ça c'est confidentiel. Et moi, côté client, si j'ai des obligations d'information, en France, par exemple, vis-à-vis de l'ANSSI ou vis-à-vis de la CNIL, c'est moi, client, qui vais porter la responsabilité de décider d'aller informer mon autorité de régulation, de supervision, de contrôle. Et toi, prestataire, tu gardes ça pour toi, tu es astreint au secret professionnel. Et on met aujourd'hui, on habille tout ça dans la notion de secret des affaires. Parce que c'est tout à fait le but de ce type de disposition contractuelle. Mais on l'écrit bien en gros et on l'écrit plusieurs fois pour être sûr que ça reste dans le rapport entre le client et le prestataire. Et le prestataire. C'est un bon moyen de terminer ce podcast aussi. Est-ce qu'il y a une éthique du pentest ? Il y a bien sûr une éthique. Il y a pas mal de... Enfin, je pense que l'honnêteté, il y a pas mal de choses. Il y a l'honnêteté, la transparence, la confiance, le professionnalisme. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement une éthique à respecter. Après, l'éthique, c'est celle... On a chacun notre propre éthique, mais globalement, oui. Non, je pensais plus à une charte interprofessionnelle. Il n'y a pas de charte interprofessionnelle. Il y a eu un essai il y a quelques années qui n'a pas donné grand-chose malheureusement. L'ANSSI, donc l'agence nationale qui s'occupe en gros de la protection du système d'information en France, a monté une qualification des auditeurs qui s'appelle PASSI, c'est prestataire d'audit de sécurité des systèmes d'information, qui se base, alors je vais être chiant, mais sur l'ISO 19011. Et en gros, c'est une ISO, une norme qui décrit la démarche d'audit. Et au sein de cette norme, il y a effectivement un paragraphe sur l'éthique et ce que doit respecter un auditeur. Donc il y a cette qualification-là qui une fois que tu l'as passé, prouve entre guillemets que tu respectes une certaine éthique. Après, au-delà de ça, non. Mais sinon, il y a la renommée, le réseau, les choses comme ça. Mais Et donc, si on doit donner, ou si nos auditeurs peuvent retenir un message, c'est allez-y, testez pendant, testez avant, tout le temps. Après. À la Netflix, alors, je crois, c'est Netflix ou c'est Amazon qui a fait les Chaos Engineers? Ah, c'est Netflix qui a commencé. Amazon fait ça en interne aussi. Continuellement, tu essaies de tout casser. Et là, le but est un peu différent. Il y a aussi une approche résilience. C'est l'architecture. C'est essayer continuellement de détecter s'il y a des changements et d'essayer d'automatiser la détection de problématiques de sécurité. Ça aussi, il faut le faire en continu. Moi, je vais juste contredire Vlad, et je vais bien rigoler. Enfin, moi, je rigole bien quand je vous entends parler d'éthique ou de morale. Quand il s'agit d'un service professionnel, il y a deux manières d'envisager le caractère normal ou pas d'un service professionnel. C'est qu'est-ce qui est prévu dans le contrat et qu'est-ce qui est prévu dans le code pénal. Eh ben, moi, je vois qu'un accès ou un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, c'est-à-dire sans l'accord du client ou au-delà de la volonté. Oui, je sais. Mais non, mais Vlad, si je dump ta base, en prison, 60 000 euros d'amende. Si je dump ta base de données, tu le sauras jamais. C'est mon métier entre guillemets. Donc ce qui va te protéger, c'est mon éthique. C'est pas un contrat. Enfin, oui, c'est bien. Non, mais effectivement, un contrat, c'est important. Mais la confiance, c'est beaucoup surtout plus important. Pour ceux qui les écrivent. Et puis de toute façon, si tu fais pas preuve d'éthique, si tu fais n'importe quoi, ça va se savoir et tu vas être grillé dans le milieu. Donc, testez la sécurité de vos applications, auditez vos infrastructures, auditez votre code, testez-le à tous les moments, avant de déployer, pendant le déploiement, peut-être dans l'usine logicielle, dans le pipeline d'intégration continue, de déploiement continu, et puis après, en faisant appel à des spécialistes de l'audit de configuration, c'est comme ça que je veux dire, pour ne plus utiliser pentest, audit de sécurité en général. Audit de sécurité. Marc-Antoine, Vlad, merci d'avoir été dans le podcast AWS en français de ce nouvel épisode. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.